N'ayant pas de plan, ça a été un peu le branle-bas de combat à gauche à droite. Je me suis retrouvée en déficit calorique à un moment donné. Je savais pas, mais j'avais froid alors qu'il faisait 25 degrés dehors. Mon plan de sommeil il y en avait aucun. Donc, j'essayais de dormir à gauche à droite, 1 heure ici ou 20 minutes là, puis c'était un peu n'importe quoi. Également aussi, j'ai eu des douleurs, des petits problèmes avec les pieds. Donc, tout est partout, j'avais d'énormes pertes de temps. Et donc, au bout de 8 jours, en fait, sur la barrière horaire de 10 jours, j'ai fini par carrément tomber, là. J'ai arrêté. Je me suis vraiment, donc, comme je dis, j'ai poussé les limites, là, et repoussé les limites, et repoussé les limites. Quand je pensais que j'en avais assez, j'étais terminée, puis je pleurais. Et les autres coureurs me disaient, non, Hélène, vas-y, c'est bon, tu sais, arrête de pleurnicher, là. Va faire un autre loop, là. Puis je suis comme, c'est complètement fou. Et puis là, je sortais quasiment comme à contre-gré. Je suis comme, mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais? Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course épique, les 3 meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Je vous propose dans ce nouvel épisode de faire un très agréable détour par le Québec pour partir à la rencontre d'Hélène Dumais. Hélène est une aventurière et une athlète d'endurance absolument fascinante. Elle a multiplié les performances sur des distances extrêmes, des parcours ultra exigeants et dans des conditions souvent hostiles. Vous l'entendrez dans cet épisode, Hélène fait preuve d'une détermination à nul autre pareille et d'une envie de toujours rêver plus grand pour repousser aussi loin que possible les limites de l'être humain, à commencer par les siennes. Hélène nous emmène aujourd'hui avec elle sur les sentiers de l'Infinitus 888, une invraisemblable course de 888 km aux États-Unis, composée de 20 boucles à réaliser en moins de 10 jours. Cette course d'une exigence folle réunit chaque année une vingtaine de concurrents seulement et requiert des ressources physiques mais aussi mentales exceptionnelles. Après 2 tentatives infructueuses sur cet Infinitus en 2016 et 2017, Hélène a mis en œuvre un plan parfaitement huilé pour se donner toutes les chances de succès à l'occasion de sa 3e participation. Mais je ne vous en dis pas plus. Hélène va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course épique, Grand 8. Bienvenue sur Course épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute! Bonjour Hélène, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course épique. Comment se passe le début de ton été? Bonjour Guillaume, très contente de participer à cette entrevue. L'été va très bien jusqu'à maintenant. Il fait beau, très chaud ici au Québec, au Canada. Un peu des températures anormales, mais... Tout l'inverse de nous donc. Ah ouais? Ouais, c'est une catastrophe. Ouais, il y a des rideaux de pluie qui tombent depuis des jours et pour des jours encore. C'est la beauté de l'été en France. Hélène, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs? Bien sûr. Donc, Hélène Dumais, du haut de mes 40 ans, je suis québécoise, pure laine canadienne et je suis principalement coach de course, entraîneur personnel. Je donne des conférences suite à un peu tout ce que je fais athlétiquement. Donc, tous mes chapeaux se rencontrent un peu avec cette passion pour l'ultra-trail, pour la montagne. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au sport lorsque tu étais plus jeune, quand tu étais enfant et ado? Quel était ton sport de prédilection dans tes plus jeunes années? Ça c'est comique parce que plus jeune, je ne m'intéressais pas du tout au sport. Même que je n'allais pas au cours d'éducation physique. Tu séchais les cours? Je séchais les cours. Je trouvais ça inutile. Je comprenais pas c'était quoi le point. J'étais beaucoup plus artistique. Fait que je faisais des arts, de la scène, chant, danse, théâtre. Et c'est venu plus tard en fait, mais mon côté aventure a toujours été là en fait. Je l'associais pas à comme un sport. Donc j'aimais faire de la randonnée, j'aimais m'inventer des parcours, comment me rendre chez des amis sans prendre soit le transport en commun ou quoi que ce soit. Fait que j'y allais à pied, en vélo, avec ma trottinette.
Donc, ce côté-là, aventure, est là depuis le début. Puis, à un moment donné, ça s'est transposé en on met nos souliers, puis on court avec, puis tiens, c'est un sport. C'est de la course en trail. À quel moment c'est arrivé justement cette bascule et la course à pied qui a fait irruption dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou est-ce que c'est vraiment une découverte progressive que tu as connue? Oui, en fait, donc j'ai toujours été une grande rêveuse et donc grande voyageuse et j'ai fait de la randonnée. Je suis allée à 18 ans traverser le GR20 en Corse. Par la suite, je suis allée traverser le GR10 dans les Pyrénées à 23 ans. Donc, j'étais déjà souvent dans la montagne. Et puis, lorsque je suis revenue au Québec, suite à la traversée des Pyrénées, ben j'ai commencé à courir. Fait qu'à l'époque, mon copain, lui, jouait au foot. Puis donc, il m'avait dit, est-ce que ça te tente d'aller courir ici sur le Mont-Royal? J'ai dit, courir? Je sais pas. C'est que, OK, je vais essayer. c'est une drôle d'idée, exactement. Je suis partie même pas avec des souliers de course. Puis, ben, ça a bien été. Puis, je savais que, ben, j'ai toujours un intérêt aussi pour la santé. Alors, je savais que c'était bien de courir au moins ma petite demi-heure chaque jour pour rester en bonne santé. Alors, ici, à Montréal, on a le Mont-Royal comme petit buton, en référence, en comparaison aux Alpes, là, c'est vraiment un petit buton. Mais c'est mieux que Montmartre à Paris, c'est déjà ça. Ouais, c'est vrai. Et puis, ben, de fil en aiguille, ça, chaque jour, j'allais faire mon petit 30 minutes, puis j'aimais partir dans les petits single track, donc en dehors déjà du chemin principal sur la montagne. Sans même, quand je me souviens, j'aimais toujours l'aventure. Alors, je me suis inscrite à un 10 km. Ne le voyant pas tellement comme une compétition ou comme un événement sportif, mais plus comme une expérience, une aventure. Et j'ai adoré, j'ai eu du plaisir fou à travers les chemins sinueux, les trails sinueuses. Et à mon arrivée, on me dit « Bravo, félicitations, t'es la première femme ». Je suis comme « Wow! OK, ah bon? » La belle surprise. Exact. Donc, je me dis « Ah, ben peut-être que, j'ai eu un fun fou. » Puis deux, ben je me disais, peut-être que j'ai un talent inexploré, inexploité encore. Donc, ça a commencé comme ça. Et ça s'est vite accéléré, tu es parti sur des distances de plus en plus grandes? Ouais. T'as sauté le marathon quand même? Ouais. Donc ça, c'était autour de 28, 29 ans, si je ne me trompe. J'ai fait un marathon dans ma vie. Et c'était il y a peut-être 3 ans. Donc, 10 ans plus tard. Donc oui, t'es passé sur 21, après sur 58, progressivement, t'as commencé à allonger un peu les distances. Exactement. Le plus longtemps, j'aimais être en nature, traverser des montagnes et vallées. C'est vraiment la sensation d'être dans le bois, d'être vivante, respirer, avancer à pas d'homme, que j'appelle à vitesse d'homme, de mes propres moyens. Donc, plus long que c'était, plus que j'appréciais. Fait que, oui, rapidement, je suis allée 50, 100 km et le reste, c'est l'histoire connue, là. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la pratique du trail et de l'ultra-trail au Québec et plus largement au Canada? Quel est le niveau de popularité de la discipline aujourd'hui? Est-ce qu'elle est en plein essor? Parce que, en tout cas, en France, on le constate, et un peu partout, c'est une discipline qui s'est vraiment très largement démocratisée. Est-ce que toi, tu observes la même tendance? Oui, donc le trail au Québec, je vais parler du Québec, bon, le Canada, c'est hyper grand, hein. Donc, le Québec en soi, sa propre culture, sa propre communauté, c'est très populaire, en fait, pour le bassin de population, si on faisait un comparatif avec, les États-Unis et la densité de gens qui courent, et même chose en Europe. Donc, le Québec en soi, on est une forte communauté, bien qu'on est petit, qui court entre elles. On a vraiment les deux aspects où, oui, on a des gens qui sont orientés pour la compétition plus élite, qu'on va les appeler, alors que quand même, il y a un gros bassin que c'est pour le plaisir, le dépassement, le côté social, la simplicité, le bien-être d'être en nature, d'être dans les montagnes. Donc, on a plusieurs événements, en fait, du 5 km à jusqu'à nouvellement. On a fait le premier un 150 000, donc 260 kilos, en autonomie. J'en parle parce que ça vient juste d'arriver, puis j'ai comme un peu participé à la création de cette course-là, parce que j'aime les événements aujourd'hui très longs et en autonomie, cette dimension-là. Donc, c'est pas juste une épreuve athlétique, un défi athlétique, mais aussi ça demande la logistique, une préparation mentale, connaître sa nutrition,
son pace et bon tout l'équipement nécessaire pour faire quelque chose en autonomie. Et donc, j'ai participé à créer un 260 km en autonomie, puis qu'on appelle aussi les 60 heures d'Hélène. Donc, le temps, la barrière horaire est 60 heures. Auquel tu ne participes pas? Oui, on vient juste de le faire. Fait que j'ai eu ma première participation. Là, il y a une histoire à travers tout ça parce que on a eu le droit par les gouvernements de faire des événements que 3 semaines avant. Alors, ça a été très, très bousculé. C'est seulement la veille qu'on a pu mettre la main sur les maps, donc pour les étudier, les cartes. Alors, on était aussi donc un petit groupe à pouvoir prendre le départ avant. Donc, c'était censé être l'année passée, et donc ça a été reporté à cette année dû à la pandémie. Puis donc, c'est le genre de distance aussi qui attirait des athlètes internationaux. Donc, on n'a pas pu pouvoir accueillir les athlètes internationaux, pas même ceux des autres provinces autour. Donc, on s'est retrouvés juste quelques petits Gaulois du Québec à prendre le départ. On était 7. Fait qu'une première édition, quand même très avec un succès. Donc, on a bien hâte à l'année prochaine où on va donc raffiner, toujours embelliser le parcours, s'assurer qu'il reste très difficile. Donc, c'est ça un peu la signature que je veux que l'événement porte. Tu as un palmarès totalement étourdissant. Pour n'en citer que quelques lignes, tu es la première et unique femme à avoir terminé la Survival Run au Nicaragua. Tu as gagné l'Ultra Trail Arikana en 2015, fini 2e de la redoutable Spine Race en Angleterre en 2017, 3e de la Swiss Peaks en 2019, 5e de la Trans-Rocky en 2011. Tu nous l'as dit tout à l'heure, tu as également parcouru 870 km en solo à travers les Pyrénées sur les sentiers du GR10. Bref, la liste est extrêmement longue et très impressionnante, comme le CV sur ton site internet l'atteste. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller jeter un coup d'œil à ton CV sur ton site. Il y a pas mal de lectures, il y a beaucoup de lignes, c'est vraiment très, très, très impressionnant. Hormis l'Infinitus 688, dont nous allons très largement parler aujourd'hui, est-ce qu'il y a une course ou un moment qui t'a particulièrement marqué dans ta vie et qui a peut-être opéré une bascule, que ce soit toi dans l'appréciation de la discipline ou peut-être dans ta notoriété ou une rencontre décisive qui a été issue d'une course? Est-ce qu'il y a un moment particulièrement marquant dans ton parcours jusqu'ici? Je dirais qu'il y en a quand même plusieurs moments marquants. Donc, tu sais, tous ces événements-là arrivent à des moments spécifiques dans notre parcours de vie. Et donc, veux pas, la première fois que j'ai fait une longue course en autonomie, lorsque j'ai traversé la Floride, c'était le Individual Time Trial across Florida. Mais bon, alors c'était une première pour moi d'être en autonomie, 400 km. Et j'ai donc bien sûr repoussé certaines limites. J'ai eu des moments un peu plus noirs, un peu plus sombres que j'ai comme passé au travers. Fait que c'est sûr, dans un sens, c'était marquant à ce niveau-là. Il y en a des beaux, donc comme la Survival Run Nicaragua, bien sûr Infinitus dont on va parler plus amplement. La Spine Race, c'était une des plus difficiles, très 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 difficiles. Elle a une sacrée réputation effectivement. Ouais. Ça fait que c'est froid, c'est la nuit constamment, c'est l'Angleterre, donc il y a beaucoup de tourbières, c'est très 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 challengeant dans les conditions. Donc bien qu'elle est plus courte, 430 km en comparaison à Infinitus 888 km, elle était quand même très très exigeante là, mentalement, physiquement. Comment tu définis ton calendrier de rendez-vous sportifs dans une année? Est-ce que tu essayes de varier les disciplines peut-être ou les formats? Quels sont les principaux critères pour choisir les courses auxquelles tu vas participer? Le critère premier qui va me guider à choisir mes courses, c'est vraiment... ce qui est important, c'est de suivre ce qu'on a envie sur le moment. Fait que dans quel état état d'âme que je suis, je veux toujours choisir des choses qui me parlent au fond du cœur. Fait que quand même, il y a une année en 2014, j'ai fait plein de courses à obstacles. Donc ça, c'était un petit à côté, si on veut, de juste le trail, mais que j'ai adoré. Et bien que je performais hyper bien, l'année suivante, je me dis, OK, je vais continuer là-dedans, ça va super bien. Puis là, je commence l'entraînement, puis je me traînais les pieds, là. Je trouvais ça difficile. Puis là, je me suis rendu compte, non, mon cœur est pas là. Fait que bien que la performance est là, les gens veulent que je continue là-dedans, moi, je suis comme, non, mon cœur est au très long. Puis là, de là, comme je suis tombée dans des recherches sur la Survival Run Nicaragua, je suis comme, wow, OK, ça, c'est un défi d'une énorme taille, j'ai aucune idée. Fait que moi, ce qui m'attire beaucoup, c'est les choses que on voit qu'il y a pas beaucoup de gens qui arrivent à finir.
Donc, c'est un niveau de difficulté. Il y a toujours donc 1, 2 ou 3 personnes qui arrivent à finir cette course-là, par exemple. Tout comme Infinitus, il y avait juste 2 ou 3 hommes qui avaient terminé avant moi. Donc ça m'attire parce que faut un peu que je trace le chemin pour y arriver et non seulement juste suivre. On le sait que ça se fait. Il y a des centaines de personnes qui l'ont fait, donc OK. Alors, je préfère donc partir plus de je dois créer le plan de match. Qu'est-ce qui font fonctionner pour moi aussi. Donc, la recette va être unique pour moi versus les 2-3 autres personnes qui l'ont faite. En fait aussi, dès que j'ai commencé à me démarquer, en étant une des rares femmes à faire tel ou tel événement, j'ai eu beaucoup de courses qui m'ont par la suite été proposées par les gens. Les gens me contactaient, ah Hélène, as-tu vu telle course? Il n'y a aucune femme qui a terminé. Je suis sûre que tu peux terminer. Donc, Infinitus, entre autres, est tombé comme ça sur ma table. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire quel accomplissement tu trouves à justement repousser ses limites et aller sur ces formats très longue distance? Qu'est-ce que ça te procure et qu'est-ce que tu vas chercher avec tout ça? J'aime beaucoup le côté, en fait, c'est un thème de ma vie où j'ai besoin de me sentir en vie. J'ai comme besoin d'exprimer que je suis capable d'être en autonomie. Donc, juste par mes propres moyens, me rendre à quelque part où justement ça n'implique pas juste courir, mais j'ai besoin d'avoir un plan. Et donc, tu sais, lorsque je termine un événement comme ça, comme je peux dire, c'est moi qui l'a fait arriver. Il y a personne d'autre. J'ai pas nécessairement eu l'aide. Ben oui, tu sais, j'ai eu de l'aide, coach, toutes les équipes de soutien, mais comme j'ai fait arriver ça, avec le moins d'aide possible, si on veut, par mes propres moyens, au niveau le plus simple possible. J'ai besoin d'être en contact avec le sol, tu sais. Beaucoup de gens m'ont dit, tu devrais faire des triathlons. Puis comme, sur un vélo, j'ai pas un contact direct avec la terre. Ou, tu sais, juste sur une embarcation nautique versus si je suis en train de nager, je vais préférer nager, j'ai un contact direct. Alors, ce côté-là, très simple, pur, un retour aux origines, là, c'est très important pour moi, de me sentir connectée avec les éléments directement. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu considères être tes points forts, mais aussi tes éventuels points d'amélioration, qui soient d'ordre physique et mental? J'imagine que la dimension mentale est aussi assez fondamentale dans tout ce que tu entreprends, compte tenu des distances sur lesquelles tu t'alignes et du redoutable niveau d'exigence des compétitions auxquelles tu prends part. Ou est-ce que tu penses qu'il y a des choses où tu peux peut-être encore aller plus loin et d'autres sur lesquelles c'est des acquis et c'est devenu des vrais atouts pour toi et une source de grande confiance? C'est clair que je m'en rends pas toujours compte que mon expérience, mettons de plus de 10 ans de compétition et d'événements, j'exécute mon art avec une certaine virtuosité. Je m'en rends pas toujours compte parce que moi, dans ma tête, il me semble que j'avance pas vite. Ou, tiens, je me suis enfargée, ou est-ce que je pourrais faire mieux? Mais c'est sûr, donc, mes performances me rappellent que, ben oui, ça va bien. C'était le plan, mon expérience paye. Puis dernièrement, encore une fois, dans une compétition, je courais avec une cliente et une amie, puis elle me disait, pour la première fois, puis elle me dit, Hélène, ça n'a pas de sens. Elle dit, je te regarde aller dans les trails, puis c'est comme si tu volais. Elle dit, ça n'a pas de sens. C'est OK, tu masters, tu t'es maître de tout cet art-là. Donc ça, des fois, je l'oublie. Fait que c'est le côté que oui, j'ai quand même une expérience qui me paye. Fait qu'il faut que je continue d'y faire confiance à ça. Parce que des fois, un peu, de faire et refaire des choses, on peut un peu on s'assoit, puis ça devient, drôlement, là, ça devient ordinaire de faire ces gros défis-là, parce que j'en ai fait beaucoup. J'ai fait telle distance, j'ai couru dans la nuit, j'ai couru en autonomie, avec la pluie battante, où j'ai dû faire face un peu à tous les éléments qui fait qu'il y a plus cet effet de nouveauté-là, d'excitation du début. Et donc ça serait quelque chose que je dois travailler, de constamment me réinventer pour que ma motivation soit intrinsèque, que ça fait du sens. Puis donc, j'ai fait face un peu à ça suite à avoir complété Infinitus, où, bon, c'est sûr, les gens me disent, OK, c'est quoi la suite? Est-ce que c'est plus long? Est-ce que c'est plus loin? Est-ce que c'est plus rapide? Puis donc, c'est comme si j'avais fait le tour de ça.
Et là, depuis 3 ans, les événements que je fais, je dois constamment un peu m'assurer, donc, pourquoi je les fais. C'est quoi la valeur? Qu'est-ce que je vais chercher? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça représente? Parce que donc, je pourrais améliorer définitivement mes capacités athlétiques, mais ma motivation a comme un peu changé. J'ai envie là de compléter des choses. C'est pas juste une course où on court pour une médaille, mais plus de faire une différence, une plus grande différence. Donc un peu faire des missions. Est-ce que mes capacités athlétiques, je pourrais les utiliser soit pour faire des expéditions de course avec un caractère humanitaire, un caractère environnemental. Donc c'est pas juste à propos de moi et ma performance, mais plus contribuer, faire une différence dans le monde avec ça. Donc c'est un peu ça ma quête en ce moment depuis Infinitus, donc depuis 2-3 ans au moins, où je me dis ok, c'est quoi la suite qui va vraiment m'élever à un autre niveau. Entre-temps, bien sûr, je dis oui à faire un événement ou deux à gauche, à droite. Puis donc, la saveur est constamment différente, si on veut. Au début, c'est sûr, je me remettais d'Infinitus. Alors, c'était plus pour regagner ma confiance physique, athlétique, parce que je m'étais fait une fracture de stress. Fait qu'allez, je reprends. Je vais aller faire un 50 kilos. OK, je vais aller faire un 100 kilos. Ah, c'est bon, j'ai repris le rythme. Mais maintenant, c'est sûr que comme je dis, la carotte au bout du bâton, faut que ça soit plus mental, où je sens que je fais une différence. Donc, c'est pas à propos de moi que mon attention est sur quelque chose de plus grand où je peux contribuer puis vraiment faire une différence dans le monde. Merci beaucoup pour cette introduction, Hélène. Place désormais à notre séquence de la basket chinoise, un format de portrait chinois version sportif qui va nous permettre de continuer à mieux te connaître. Première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage de fiction, qui serait-il? Alors, personnage de fiction, c'est dur d'en trouver juste un en fait. Mais donc, si je pouvais faire un petit collage, bien sûr, il n'y a pas beaucoup de personnages fictifs de femmes où ça représente la force, la puissance. Il y en a des fois, je trouve c'est un peu trop romancé. La femme n'a pas nécessairement les vraies capacités physiques, mais quand même Wonder Woman, je pense qu'elle a une belle... je peux m'identifier un peu à ça, l'espèce d'inarrêtable force. Mais je mélangerais aussi donc d'un autre côté le personnage de Jason Bourne, où c'est un être humain. Fait qu'il y a le côté il est très, je veux dire, à la fois il est très fort, il est très, il y a l'espèce de discipline, il a été entraîné, pas nécessairement de sa propre volonté, mais il a été entraîné, puis wow, l'efficacité qu'il peut faire arriver des choses, les connaissances qu'il a, c'est impressionnant, mais à la fois il est très humain, il y a des émotions, il y a des choses à compléter avec son passé. Fait que j'aime beaucoup le personnage. Wow, il est inarrêtable, fort. S'il faut qu'il fasse arriver quelque chose, il le fait arriver. Mais en même temps, il se bat avec ses émotions. Donc tu serais une espèce de Wonderborn. Exactement, tiens, et voilà, on a trouvé. Ça donnerait ça comme mélange. Ouais. Deuxième question de cette basket chinoise, si tu étais un animal, lequel serait-il? Ça serait facile de répondre avec un animal qui court, parce que je suis représentée un peu par la course, mais en même temps, non, tu sais, j'aime à dire que je suis plus une aventurière qu'une coureuse. Et donc, je vais aller en dehors d'un animal qui court. Plus jeune, j'avais des cartes d'animaux. Puis, celui qui m'a toujours fascinée, c'était le tarsier. Donc, le tarsier... Qu'est-ce que c'est que le tarsier? Ouais, vous irez voir en ligne. C'est un tout petit primate, vraiment petit, la grosseur de... je saurais pas dire. Vous allez le regarder, il est à la fois mignon, à la fois épeurant. Il a des... Donc, ça ressemble un peu à un lémur dans la famille des lémurs, mais c'est dans la famille des primates. Donc, primate, il y a des espèces de gros yeux globuleux. Il y a un tout petit... Je pense que je vois. Il est comme adorable, mais à la fois épeurant. Puis donc, il est unique au sens où il ne sait pas marcher. Il est pas capable de marcher. Fait qu'il y a des espèces de pattes avec des grosses tentacules, si on veut, puis il colle aux arbres. Il saute d'un arbre à l'autre. Je le trouve fascinant comme ça. Il est dans le sens qu'il est unique. Il est comme mignon, mais à la fois, t'es tellement à part de tout le monde. T'es comme tout seul
Puis j'ai un peu ce côté-là où ce que je fais, c'est tellement unique des fois que je me sens un peu... Je peux vivre la solitude dans ce que je fais. C'est comme intense, mignon, mais à la fois épeurant. Et donc, mais un peu de solitude parce que comme il y a personne comme moi. Est-ce que tu penses que c'est un lien avec Tarzan? Tu crois que ça pourrait venir de là? Ouh, j'ai aucune idée. On va regarder, on va investiguer sur Internet. Ce qui va de branche en branche, lui aussi, peut-être? Ouais, c'est vrai, mais ça serait vraiment encore là, un mignon petit Tarzan. Allez voir des images du tarsier, c'est minuscule, c'est tout petit. Ça a l'air d'une grosse grenouille poilue. Dernière question de cette basket chinoise, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui serait une source d'admiration particulière pour toi? Alors, même chose ici, c'est difficile de m'arrêter sur une personne. Je me nourris beaucoup là, de quand même, oui, des expériences des autres. Mais ce que je vais rechercher, c'est une personnalité qui est très vulnérable, qui est très émotive, si on veut, qui va l'amener à faire des grandes choses. Donc, on connaît tous très bien Kylian Jornet. Donc oui, c'est impressionnant ce qu'il accomplit, mais il le fait vraiment par intérêt personnel. Il aime, c'est par pur plaisir d'être dans la montagne. Donc, oui, tu sais, on l'associe au trail, mais ce qu'il fait, c'est vraiment unique à lui. Les gros défis qu'il entreprend. Fait que la grosseur de ces défis, il le fait vraiment par passion, que ça vient du cœur. Dans un autre domaine de sport, mais que je trouve que je les associe à ce niveau-là, on a Alex Honnold, il fait de l'escalade. Donc, le film Free Solo. Donc, il a monté El Capitan dans le parc de Yosemite, sans corde, ce qui est complètement insensé, mais impossible aux yeux de tous jusqu'à ce que lui l'ait fait. Et puis donc, oui, c'est impressionnant, mais il semble quelqu'un de très, très, très sensible comme personne, juste passionné au point où d'essayer de trouver une solution à ce casse-tête de cette grande façade-là qui l'a juste constamment attiré. Je pense pas que ni un ni l'autre, ni Kylian ni Alex, le font pour la gloire. Ça donne bien sûr, c'est impressionnant, c'est unique ce qu'ils font, donc oui, c'est médiatisé, mais ils font vraiment parce que ça vient les chercher, ça vient répondre à leurs besoins de s'exprimer. Fait que ça, c'est le genre de sportif qui m'inspire. Merci beaucoup Hélène pour cette basket chinoise. Le moment est venu de parler désormais de ta course épique, l'Infinitus 888. Pour présenter cette course, si on peut parler ici de course, l'Infinitus 888 est un défi hors norme de 888 km pour 25 000 mètres de dénivelé positif qui a vu le jour dans le Vermont en 2015. Cette aventure consiste à enchaîner 20 fois en moins de 10 jours une boucle ayant la forme du symbole de l'infini, à savoir un chiffre 8 en version horizontale. Ce tour sous forme de 8 est composé d'une petite boucle de 12 km, la Happy Loop, et d'une grande boucle de 31 km, la Sad Loop, pour un total d'un peu plus de 43 km par tour, à parcourir 20 fois donc. Cette course se déroule en continu, et il revient aux participants de gérer leur niveau d'énergie, leur alimentation, leur sommeil, et de s'arrêter au poste de secours principal lorsque le besoin s'en fait sentir. Preuve de la grande difficulté de cette épreuve, et tu l'as mentionné tout à l'heure, cette course qui réunit chaque année une vingtaine de coureurs, seul un participant a réussi à terminer la première édition de la course en 2015 et il en était de même l'année suivante en 2016. Il est à noter que l'organisation de la course fait preuve d'une très grande clairvoyance en indiquant sur le lien d'inscription sur son site web la mention « Vous allez le regretter ». Voilà. Ouais. Je pense que toi, tu ne l'as pas pleinement regretté, mais en tout cas, ça donne une idée de l'ampleur de la tâche. Avant que tu ne partages avec nous le récit de cette course épique, Hélène, l'heure est venue pour toi de te frotter à notre rubrique « La question qui pique de course épique ». Une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Le thème de l'infini va être par nature très présent dans notre épisode d'aujourd'hui. C'est donc dans ce registre que je suis allé piocher ma question qui pique pour toi, Hélène. Une question sous forme d'énigme qui va faire appel à ton esprit logique. Je vais te demander, Hélène, d'imaginer un hôtel dont le nombre de chambres est infini et que l'on pourrait appeler pour l'occasion l'hôtel infini. Cet hôtel possède donc un nombre infini de chambres qui sont toutes occupées. Voilà ma question qui pique pour toi, Hélène. Un jour, un voyageur se présente à l'hôtel infini et demande une chambre pour la nuit. Mais ce jour-là, le réceptionniste indique au voyageur que l'hôtel est complet. Il existe pourtant un moyen de permettre à ce voyageur de lui obtenir une chambre. Quel serait ce moyen selon toi, Hélène ? Ouh, j'adore ce genre de questions-énigmes. Avec le concept d'infini, c'est des gros casse-têtes. Quand j'ai cherché, là, j'ai trouvé des énigmes complètement introuvables. Celle-là, elle n'est pas très facilement trouvable, mais alors il y en a qui sont monstrueusement complexes. Wow! Mais donc, il y a une réponse. Comment peut-il accéder à avoir une chambre bien que l'hôtel est complet?
Il y a une infinité d'invités et de gens qui sont dans les chambres. Il y a une infinité de chambres. Comment est-ce qu'on arrive à lui trouver une place à ce petit monsieur? Pas facile. Oh là! Wow! Tu donnes ta langue au chat? J'adore les énigmes, donc je te dirais non, mais on va manquer de temps, donc oui, je donne ma langue au chat. Donc l'idée, c'est que comme dans tout hôtel, les chambres sont numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc notre réceptionniste, il pourrait demander à chaque hôte de s'installer dans la chambre suivante. Ainsi, l'hôte de la chambre 1 irait dans la chambre 2, l'hôte dans la chambre 2 irait dans la chambre 3, et ainsi de suite. Et comme l'hôtel a un nombre infini de chambres, tout le monde pourrait ainsi se décaler d'une chambre. Et cela permettrait à notre voyageur d'aller passer la nuit dans la chambre numéro 1 et de ne pas se retrouver à la rue. Voilà. Wow, super génial, j'adore, je la garde dans mon sac d'énigmes. Il y a une autre version après où il y a tout un bus entier de gens qui arrivent, il faut leur trouver des chambres. Et là, la réponse, c'est qu'il faut en fait demander à chacun d'aller dans le numéro qui est le double de celui de sa chambre. Donc le 1 va dans la 2, le 2 va dans la 4. Et tous les gens qui arrivent comme ça ont toutes les chambres impaires qui sont disponibles pour eux, tu vois. On peut encore pousser plus loin. Et je crois qu'il y a encore un troisième niveau, mais dont j'ai plus le souvenir de la réponse. Donc je t'enverrai ça par email et puis je partagerai ça avec nos auditeurs un peu plus tard. Bon, j'avoue que la question était en tout cas pas très simple, mais elle a le mérite au moins d'être désormais finie. Le moment est venu cette fois donc de plonger avec toi, Hélène, dans ta course épique à l'occasion de cet Infinitus 888. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est présentée à toi l'opportunité de participer pour la première fois à cette course en 2016? Tu nous l'as dit tout à l'heure, c'est venu à toi finalement. Peux-tu nous dire plus précisément comment s'est présentée cette opportunité? Oui, alors, autant j'aime te dire que je suis une personne ordinaire, mais qui croit en l'extraordinaire. Et de là, ça m'a amené, oui, à entreprendre des défis déjà plus grands que je croyais possible pour moi-même. Je suis aussi une grande rêveuse. Est-ce que c'est une malédiction ou un atout? C'est toujours une question que je me pose, mais ça m'a amené justement à dire oui à des choses que j'aurais jamais dit oui dans le passé, dont Infinitus, où on m'en a parlé, un ami dit « Hélène, il n'y a jamais personne qui fait cette course-là, tu pourrais être la première femme à compléter ça. » En voyant le nombre de kilomètres à parcourir, je pense que le plus grand que j'avais fait, c'était 400 kilomètres. Et là, je devrais faire plus du double. Au début, c'était un non catégorique. Et donc, je raccroche le téléphone. Et là, je prends un bout de papier, puis je commence à faire des calculs mathématiques. Attends, 880 kilomètres, 240 heures, il fait jour à partir de telle heure, il fait nuit à partir de telle heure. Puis là, ben, tu sais, de fil en aiguille, 1 heure plus tard, je suis encore en train de faire des calculs, puis je dis, bon, ben c'est peut-être ça mon prochain défi. Donc, tu rappelles ton ami, Illico? Exactement. Je me suis allée m'inscrire ce soir-là, puis c'était vraiment quand même quelques mois avant, parce que c'était autour de février, puis la course est en mai. Fait que ça s'est assez passé rapidement. Et puis, la beauté de cette course-là, c'est que ça représente, c'est tellement gros, right? Puis donc, ça représente un peu la vie. Tu sais, la vie, c'est comme une grande course. Puis, si on peut voir, on a tous chacun notre propre infinitus à courir, notre propre défi qui semble impossible, que ce soit, oui, une épreuve athlétique, mais comme ça peut être, je sais pas, on se bat avec une maladie qui semble impossible à être guérie. Fait qu'on a tous ça. Et donc, je suis sautée dans cette épreuve-là avec pas juste, donc, justement l'idée de compléter ça en tant qu'athlète physiquement, mais beaucoup en tant que personne. Est-ce que tu as le souvenir d'avoir mis en œuvre une préparation très particulière pour cette première participation à l'Infinitus? Est-ce qu'il y a des éléments très spécifiques ou inhabituels à intégrer dans la préparation d'une telle course? Définitivement, parce que c'est vraiment une épreuve unique en soi. C'est donc la barrière horaire est de 10 jours, 240 heures. Donc on peut pas ne pas dormir. Alors faut avoir un plan d'action par rapport au sommeil. Et donc, en 2016, qui était la première année où je suis allée, mon temps de préparation était quand même court. Je me suis fiée à mes expériences d'autonomie de longue durée. Et donc, je me suis dit, faut juste que j'applique ça, mais un peu plus longtemps. Et ça a été ça un peu ce qui fait que j'ai eu des bâtons dans les roues, où je me suis pointée en 2016 avec pas de plan nécessairement. Et donc, c'était tout nouveau pour moi. C'est vraiment le concept, les gens qui étaient là, la communauté. J'étais pas sûre, j'étais comme, ils sont complètement barjots. Ils sont complètement fous de faire ça. Mais tout en disant ça... Peut-être que moi aussi, un petit peu, alors. Ben oui, tu sais, tout en disant ça, j'étais comme, même Hélène, t'es là avec eux en train de faire ça, donc t'es pas comme dissociée, toi aussi, t'es là-dedans, là. Alors, c'était vraiment une drôle de rencontre avec moi-même, au-delà de mes limites, en fait.
Ce qui s'est passé dans cette première année-là, alors en n'ayant pas de plan, je suis juste partie, j'ai avancé, j'ai rencontré des obstacles, ou bon, tu sais, peut-être, je sais pas, je me cogne un genou, ça fait que mon pace diminue. Je me suis dit, je faisais plein de Facebook Live, ce qui était cool. D'ailleurs, vous pouvez tout trouver ça sur YouTube. J'ai eu j'ai eu l'idée folle de mettre ça sur YouTube, c'est que à vos risques et périls, là, parce que il y a des scènes, même moi, j'ai de la misère à les regarder. Je suis là, puis je pleure, puis tu sais, j'ai mal. Je suis comme, oh my God, je peux pas croire que ma mère a pu voir ça. Pauvre elle. Mais donc, il y a plein de gens encore aujourd'hui qui me remercient parce que comme c'est tellement vrai, c'est tellement pur, là, à l'état sauvage, si on veut, ce que tu partages. Fait que ça fait de toi que, tu sais, t'es vrai, là, t'es pas juste celle sur le podium qu'il faut qu'elle soit toute belle. Au contraire. Fait que j'en ai comme profité, je me dis, je suis comme un rat dans un laboratoire cette année-là. Donc, si je peux contribuer aux autres avec cette expérience-là qui est unique, je vais le faire. Ce qui s'est passé, donc, j'ai été capable de courir 676 km du 888, ce qui pour moi est vraiment un dépassement de mes limites parce qu'avant, j'avais peut-être couru 400 km le plus longtemps. Par contre, donc, n'ayant pas de plan, ça a été un peu le branle-bas de combat à gauche à droite. Je me suis retrouvée en déficit calorique à un moment donné. Je savais pas, mais j'avais froid alors qu'il faisait 25 degrés dehors. Donc ça, c'est un des indicateurs comme qu'il y a un déficit calorique. Mon plan de sommeil il y en avait aucun. Donc, j'essayais de dormir à gauche à droite, 1 heure ici ou 20 minutes là, puis c'était un peu n'importe quoi. Également aussi, j'ai eu des douleurs, des petits problèmes avec les pieds. Rien d'extrême, si on veut, comme pas de cassure, mais quand même au point où ça m'a ralenti. Donc, tout est partout, j'avais d'énormes pertes de temps. Et donc, au bout de 8 jours, en fait, sur la barrière horaire de 10 jours, j'ai fini par carrément tomber, là. J'ai arrêté. Je me suis vraiment, donc, comme je dis, j'ai poussé les limites, là, et repoussé les limites, et repoussé les limites. Quand je pensais que j'en avais assez, j'étais terminée, puis je pleurais. Et les autres coureurs me disaient, non, Hélène, vas-y, c'est bon, tu sais, arrête de pleurnicher, là. Va faire un autre loop, là. Puis je suis comme, c'est complètement fou. Et puis là, ben, je sortais quasiment comme à contre-gré. Je suis comme, mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais? Mais définitivement, donc, j'ai appris. Je suis comme, wow, on peut vraiment, quand on pense qu'on est rendu au bout de nos limites, on l'est même pas. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu t'es dit que la course était terminée pour toi? C'était un soulagement ou c'était une déception au moment où tu t'es dit au 676e kilomètre, tu te dis ça y est, c'est la fin, je peux pas faire un pas de plus? Est-ce que d'abord tu es dans la déception ou il y a trop de souffrance et c'est la seule issue? Bien sûr, un certain niveau de déception, oui, mais il y avait tellement d'inconfort. Comme je dis, j'avais peur de... Tu sais, je me suis rendue à un point où j'ai peur de juste perdre connaissance. Fait que je disais à celui qui me paissait, je disais, t'es-tu correct si ça se peut que je perde connaissance, là, parce que là, je me sens vraiment pas bien. Tu sais, j'ai pas assez dormi, puis j'arrête pas de repousser, de dormir, puis j'arrive pas à assimiler ce que je mange. Donc, je suis en déficit calorique. Donc, je me sentais vraiment plus moi-même, ce qui est rare, tu sais. On peut se donner à fond, mais là, j'étais comme, je sens que je déconnecte avec moi-même. Fait que j'avais peur, en fait. J'avais peur un peu. Puis donc, au milieu d'une des loupes, là, la grande loupe, j'étais arrivée à une table à pique-nique, puis je pense que j'ai comme un peu... Je me suis juste à côté, puis je me suis endormie. Je dis, bon, OK, c'est la fin. Puis j'avais froid. Fait que ça a fini là. A posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer sur cette première Infinitus? Un peu, donc, je pourrais donner comme point principal où j'étais pas en contrôle. J'étais pas trop claire. Est-ce que mon pace, j'étais trop vite, pas assez vite? Est-ce que j'étais en mesure de pouvoir le compléter dans le temps? Avec, justement, est-ce que je dormais correctement, pas assez? Comme je disais, j'avais pas de plan. Fait que c'était vraiment un peu n'importe quoi. Même chose, ma nutrition. Donc, ma nutrition, ça allait plus. Ce qui était rare aussi, ça m'est jamais arrivé dans d'autres compétitions. J'ai jamais été au point d'être malade, quoi que ce soit. Mais, comme je disais, j'arrivais pas à assimiler. Toute ma flore intestinale était comme capote. Donc, j'arrivais pas à assimiler ce que je mangeais. Je mangeais, mais ça allait pas dans le sang. Donc, à un moment donné, bon, ben les réserves d'énergie descendaient, puis ils se remplissaient pas. Est-ce que tu avais une équipe autour de toi sur cette première édition? Pas tellement, non. Justement, je me suis pointée sans plan d'avoir
tant une équipe de soutien. J'avais comme dit aux gens, s'il y en a qui veulent venir aider, voici c'est où, c'est quoi. Puis donc j'ai une amie en fait qui était massothérapeute, infirmière, assistante à la naissance, qui dit ça a l'air vraiment spécial cet événement-là. Est-ce que je peux aller voir? Je dis ben oui. Ben elle quand elle est arrivée, c'était pas son plan qu'elle soit mon équipe de soutien, mais je l'ai attitrée directement à être mon équipe de soutien. J'ai dit faut que tu m'aides. Donc c'est cool là, elle me fait à manger, elle a pu me faire quand même un peu de traitement physique pour me garder un peu sur mes pieds le plus longtemps possible. Donc ça a été improvisé. Elle a eu une des plus belles expériences de sa vie en fait. De son côté, elle a dit waouh, j'avais jamais vu ça. Mais donc c'est ça, quelques personnes sont venues me pacer, mais c'était un peu comme je disais, un peu n'importe quoi. Un peu désorganisé. Ouais, désorganisé. La course à peine terminée, est-ce que tu te projettes déjà sur une nouvelle participation? Toi qui goûtes de manière générale assez peu le fait de participer plusieurs fois à une même épreuve, est-ce que là tu te dis je peux pas m'arrêter là tout de suite? Eh ben oui, donc en fait, je ne fais jamais 2 fois la même épreuve si je l'ai complétée. Et donc celle-là, je l'avais pas complétée. Et puis cette course-là, c'est vraiment aussi donc un défi autant physique que mental avec soi-même. Et je le voyais vraiment comme un casse-tête mathématique. OK, il y a une formule mathématique qui fait que ça peut se faire. Faut juste que je trouve c'est quoi. Donc, j'étais pas nécessairement excitée d'y retourner avec tout le non-plaisir physique que j'ai pu vivre, si on veut. Mais j'étais un peu obstinée à comme non, je veux me prouver à moi-même que je suis capable de trouver c'est quoi la réponse à la formule mathématique. C'est ce que j'ai vu d'ailleurs, on va en parler un peu après dans le documentaire que tu as réalisé, Facing Infinitus, que tu as produit. Un des organisateurs qui dit qu'en fait la question n'est pas de savoir si c'est faisable ou pas faisable, la question c'est de savoir quand. En fait, il part du principe qu'elle est faisable, c'est juste le bon moment et probablement ce que tu décris de décrypter un peu les ingrédients qui composent les clés de la réussite pour arriver à venir à bout de ces 888 km. Exactement. Donc oui, de là, en cette première tentative en 2016, l'idée m'est venue en fait, j'ai dit, hey, c'est pas connu cette course-là, il devrait avoir un film documentaire là-dessus, c'est tellement unique, c'est tellement spécial. Et donc, j'ai lancé l'idée, puis quelqu'un dit, ben, tu pourrais le faire, toi? Pourquoi t'en fais pas un? Puis là, j'ai dit comme oui dans ma tête, mais bon, tu sais, j'ai aucune expérience. Et un nouveau chapeau sur la tête d'Hélène. Exactement. Donc, ma non-expérience en cinématographie. Bien sûr, j'ai engagé une équipe pour faire tout ce qui est le tournage, mais de là est née l'idée de faire le film Facing Infinitus, qui donc sera principalement tourné l'année suivante, en 2017. Et qui est disponible en ligne, je le précise. Si vous souhaitez y accéder, il est facile à trouver, sinon sur ton site. Ouais. Il y a les liens qu'il faut pour le trouver. Je vous invite à le voir. C'est une petite 40aine de minutes de bonheur et assez saisissante et stupéfiante. Mm-hmm. Ben c'est vraiment l'expérience de chacun des coureurs. Bien sûr, j'ai un rôle un peu plus de narration dedans, mais je voulais vraiment partager à quel point chaque coureur qui entreprend ce genre de défi-là est différent, est unique, puis c'est chacun a son propre infinitus, pourquoi il le fait. Puis donc, c'est la beauté de qu'on peut surpasser nos limites, on peut dépasser nos limites, peu importe qui on est, où on est dans la vie. C'est incroyable. Est-ce que tu vois quand même un point commun à tous ces profils très hétérogènes, justement la 15-20 de participants qu'il y a chaque année? Vous avez évidemment des backgrounds qui sont tous très différents les uns des autres, mais c'est quoi votre lien commun? C'est justement ce truc de chercher votre infinitus, votre quête personnelle, en fait, de venir découvrir des choses sur vous-même? Ce qui nous unit ensemble, c'est justement qu'on croit que c'est possible d'accomplir des choses plus grandes que soi-même. Puis on est prêt, en fait, à entreprendre le chemin. Et même s'il va y avoir des obstacles, et même si peut-être qu'on va vivre des échecs, donc c'est pas juste la richesse qu'on va chercher et dans le voyage vers cet objectif-là. Donc, c'est pour ça que je dis souvent aussi aux gens, entreprenez des grands défis, des gros défis, là où vous avez peut-être 50% de chances de compléter. Parce que seulement là, vous allez faire face où il y a définitivement plein d'obstacles, parce qu'il y a plein d'inconnus, il y a plein de choses que vous devez apprendre, comprendre, vous entraîner à. Si vous entreprenez quelque chose que vous savez que vous êtes déjà capable de compléter, il n'y a aucune place à l'enrichissement, à grandir. Et donc, les gens qui vont entreprendre Infinitus 888 km ont ça en commun. Même qu'ils soient, père de famille,
qui même là, c'est peut-être même pas leur sport principal, la course, mais ils ont cette idée-là comme je veux voir ce que je suis capable, je vais aller chercher qu'est-ce qui est possible pour moi. Puis c'est à travers une expérience comme ça qu'on peut, en fait, parce qu'il faut comme se soumettre à oui, veut pas, on veut se mettre au pied du mur soi-même en entreprenant un défi comme ça pour voir qu'est-ce qu'on est capable de faire vraiment. Tu décides donc de repartir, non pas pour un tour, mais pour beaucoup plus qu'un tour l'année suivante, en 2017. Qu'est-ce que tu as changé fondamentalement dans ta préparation et dans ton organisation? Qu'est-ce qui est différent pour cette année 2? Alors, en 2017, donc, je me suis dit, j'ai une première expérience, super, je vais construire en fonction de ça. Donc, tout ce qui n'a pas fonctionné en 2016, j'ai comme trouvé les solutions. Que ce soit justement la nutrition, que ce soit un peu plus le sommeil, il faut que je m'assure que X, Y, Z soit adressé, de respecter mon pace, de pas aller trop vite, pas aller trop lent. Et en fait, lorsque je suis arrivée là, je pensais donc que j'avais un plan, mais en fait, ça a été l'année la plus chaotique. Donc, ça a été très challengeant parce que, OK, j'ai l'expérience d'une première année, plus l'expérience de mes autres courses d'avant. Puis là, j'arrivais pas nécessairement à être en contrôle. Ça a été une année où il y a eu énormément de stress que j'ai vécu. Oui, un stress, bon, bien sûr, physiologique de faire l'épreuve. J'arrivais pas nécessairement à m'endormir lorsque j'avais l'opportunité de dormir, parce que donc mon système nerveux il était comme un peu hijacké. J'étais toujours sur la réponse de stress, là, fight or flight en anglais. J'ai compris. Fait encore une fois, là, plein de choses sont arrivées, d'autres problèmes complètement différents de la première année. Donc, j'avais pas nécessairement déjà planifié une solution. Alors, ça a été vraiment, encore une fois, improvisé sur le moment. Oh, il arrive ça, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, même chose, donc au niveau, j'avais un petit peu plus d'équipe de soutien, mais là, ça a été un petit peu aussi le bordel. J'avais comme 2 personnes les quelques premiers jours qui passaient le relais à d'autres après, mais là, l'information de comment ça se passe puis comment qu'on fonctionne n'était pas nécessairement donnée adéquatement. Alors moi, je vivais aussi un certain stress que est-ce que bon, les gens qui sont nouvellement en place, est-ce qu'ils savent qu'il faut qu'ils fassent ci, que ma frontale soit prête, que mes bâtons soient à la bonne place? Alors, j'avais pas l'esprit en paix pour juste me concentrer à courir. Avec des dysfonctionnements qui auraient pu avoir des conséquences assez préjudiciables en plus sur ta course, non? Ouais, exactement. Il y a une des choses nouvelles que tu découvres sur cette course, qui est une douleur au pied, qui va freiner considérablement ton rythme. Tu fais alors l'implacable constat que le rythme auquel tu avances ne te permettra pas de rallier la ligne d'arrivée dans la fenêtre des 10 jours autorisés avant la barrière horaire. Quel pivot tu décides alors d'opérer dans ton esprit? Qu'est-ce que tu te dis? Exactement. Donc, bon, tu sais, on jouait ensemble avec mon équipe de OK, on veut y arriver, il faut être dans les temps. C'est tellement une longue course, 10 jours. Donc, est-ce que je suis en avance? Est-ce que je suis en retard? Est-ce que j'ai le temps de rattraper le retard que j'ai pris peut-être? Donc oui, j'ai commencé à avoir mal au pied encore une fois, mais différent, c'est tellement une demande énorme. J'avais les pieds comme qui me chauffaient comme si on les mettait dans un barbecue. Ça doit être très désagréable. Ah oui, c'est comme ça, c'est chaud, ça fait mal, ça picote. Et là, même, j'ai dit, je veux plus de souliers. Et tu sais, j'ai changé pour des sandales Luna. Donc, on voit dans le film où j'ai mis mes bottes à orteils dans mes sandales. Mais au moins, mes pieds respirent un peu plus. Il y avait moins de petits points de pression sur certaines structures de mon pied et ma cheville qui faisaient que ça allait un peu mieux. Mais rendu là, j'avais perdu trop de temps, si on veut. Donc, j'avais trop de retard pour être capable de le compléter, l'épreuve en 10 jours, en 240 heures. Alors, c'est sûr, c'était difficile. Ça a été un moment difficile où c'est comme, à quoi ça sert de continuer si je sais que je serais pas capable de le compléter. Puis donc, je me suis comme, avec mon équipe, on m'a comme ressaisi, mange, allez, on te refait une peau neuve, si on veut. Puis, continue. Fait que oui, peut-être mon objectif de compléter la course, ça arrivera pas cette année, mais je peux quand même continuer ma mission en tant qu'athlète d'inspirer les gens à justement continuer à repousser leurs limites, à cheminer toujours plus loin vers
leur rêve. Alors ça a été un moment difficile, je dirais. Mais ça a été bien. C'est justement, j'ai appris là que c'est pas à propos de moi que je le fais. Faut que je mette mon attention ailleurs, sur les autres. Les gens, il y a des gens qui me suivent, tu sais, justement, puis c'est comme wow. Et donc, peut-être c'est au bout, peut-être de 8 jours que j'ai comme saisi ça. Et donc, j'ai quand même eu deux longues journées, un bon 48 heures de plus, où comme j'ai continué, sachant que j'allais pas compléter, mais de continuer pour une raison plus grande que moi-même, pour inspirer les gens. Continuez, vous savez pas ce que vous allez apprendre sur le chemin. Fait que continuez, tu sais. Des fois, on pense que, OK, ça arrivera pas, ben tant pis, je laisse-toi aller. Non, attends, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir sur le chemin. Puis justement, dans ces 48 heures-là, j'ai grandi beaucoup avec moi-même. J'ai appris des choses qui fait que l'année suivante, j'ai été capable entre autres, de compléter. Et tu as quand même parcouru 738 km, ce qui est quand même assez incroyable. Exactement. Cette année, d'ailleurs, comme les précédentes, il y a eu une seule personne qui a réussi à venir à bout de cet infinitus. Donc, un seul finisher en 2017, Lance Parker. Ouais. On l'a donc compris, l'adage 203 se vérifie une nouvelle fois et tu décides de repartir pour une nouvelle aventure en 2018. À nouveau, quels sont les je sais pas s'il y a des détails, mais en tout cas, qu'est-ce que tu as structuré différemment en amont pour te donner à nouveau toutes les chances d'aller au bout et forte de tes 2 éditions précédentes? Et oui, donc 2018, je suis retournée et on dit entre autres, c'est bon, en psychologie sportive, qu'est-ce qui est comme du fuel, du gaz pour nous faire avancer nos émotions. Fait on peut avancer, ce qui va nous pousser à avancer, oui, les émotions positives tu sais, bon, je suis passionnée, j'aime ça, mais aussi les émotions un peu plus négatives, tu sais, la tristesse, la colère. Et donc, il y avait quand même une certaine dose de ça. À ce moment-là, c'est comme, bon, là, ça suffit. J'ai besoin de croire que je suis capable. Encore une fois, je reviens à ma formule mathématique. Il y a une réponse à cette formule, faut que je la trouve. Parce que bon, il y avait déjà jusqu'à maintenant 3 hommes qui avaient complété la course. Et là, je me suis dit, bon, je suis une femme, je suis pas un homme, je suis pas nécessairement capable de tenir le pace que eux ont tenu dans leur course. Puis donc, je suis allée étudier, tu sais, c'était quoi leur plan individuellement. C'était quand même différent. Et je me dis, bon, je pars de rien et moi, je vais me créer mon plan, le plan infaillible. Fait qu'autant sur papier et que mentalement, je me suis... j'ai changé mon mindset, je l'ai modifié comme une mentalité de guerrière où, justement, c'est pas si j'y arrive, mais c'est comment j'y arrive. Donc, je me suis obstinée à seulement voir une seule solution possible et je complète Infinitus 880 km. Il n'y a pas d'autre option. Au point où même les gens me demandaient « Ah, Hélène, tu sais, tu retournes pour une 3e fois. Si tu n'y arrives pas, est-ce que tu vas y retourner une 4e? » Puis là, je les arrêtais là. Je les coupais. Je dis « Non. » Je dis le mot 4 n'existe pas. Ça l'arrête à 3. Ça, point. Fait que j'ai changé, là, je suis venue un peu plus animale même, là, dans ma tête. Et donc, j'ai mis sur pied un fichier Excel tout détaillé pour les 10 jours, les 240 heures, quel pace j'allais faire, donc où est-ce que j'allais être par telle heure, tel jour, qu'est-ce que j'allais manger, combien de calories, mes protéines. Tout était planifié à la minute. Alors là, le sommeil aussi? Oui, le sommeil aussi. Donc aussi, je pense que c'est à cette année-là aussi, j'ai rencontré une spécialiste du sommeil que je suis allée voir ici à Montréal. J'ai vu, est-ce qu'il y a des choses que je pourrais apprendre plus? Puis donc, OK, qu'est-ce qui est plus idéal? Tu sais, avant les autres années, je dormais un peu n'importe quand. Alors que non, je vais tout planifier quand je vais dormir. C'est mieux de dormir la nuit que le jour. Puis c'est mieux de dormir en un seul gros bloc que plusieurs petits blocs. Donc, j'ai fait un plan sur papier qui était réalisable. Puis donc, pour finir premier ou première, faut d'abord être capable de finir. Donc, j'avais un plan pour finir la course, point à la ligne. Et ça a été une année où, justement, je l'appelle l'année de la virtuosité. Donc, tu sais, on peut exécuter quelque chose, mettons, le mouvement de course, on peut l'exécuter. Puis oui, je vois très bien que la foulée, elle est comme ça, les bras sont là. Mais je peux aussi regarder ça,
comme wow, la personne flotte. Ou tu sais, c'est un peu comme quand on voit quelqu'un, un danseur, une danseuse, on voit pas nécessairement tout le petit travail, les mouvements décortiqués, on voit tout l'ensemble, que c'est comme de la musique. Donc, c'était ça un peu comment s'est passé cette année-là, où j'ai exécuté mon plan avec virtuosité. Même mon équipe en revenait pas, c'est comme, wow, elle est vraiment, j'étais sur la minute à chaque fois, c'était fou, là, tu sais, c'en était comme de la poésie, là, ou comme une pièce de musique lorsqu'on pouvait regarder mon plan évoluer. Ça devait être très gratifiant en tout cas. Et malgré tout, tu as connu quand même un petit coup de chaud et des moments un peu difficiles à 36 heures de la fin avec un tibia qui a commencé à faire des siennes. Ça a été une frayeur pour toi ou Tout se passait bien. Puis tu sais, ce qui fait qu'il a fonctionné aussi, donc j'ai fait beaucoup de visualisation. Donc je visualisais chaque moment et aussi mon finish, je le vivais là, dans toutes mes cellules de mon corps, constamment. Mon focus était là, c'était ma nouvelle réalité, la course. J'avais une personne en chef pour mon équipe de soutien, donc ça a fait une différence. J'avais donc zéro stress, si on veut. Tout était planifié. Puis tout ce qu'on faisait ensemble avec mon équipe, c'est on exécutait mon plan. Donc, il pensait, il respirait comme moi, finalement. Et oui, au bout à seulement 36 heures de la fin, bien sûr, la fatigue s'est accumulée, mais j'étais très calme, très zen, très focusée. Et là, j'ai commencé à ressentir une douleur au tibia gauche. Puis même, tu sais, on est tellement l'inconfort qui s'installe tout au long. J'appelle ça de l'inconfort. Les gens vont dire non, c'est de la douleur. Mais je préfère dire c'est de l'inconfort. De par la fatigue, de par l'effort physique, on devient comme un peu habitué à toute cette sensation désagréable dans tout notre corps, que même des fois, on va se cogner les orteils puis on s'en rendra même pas compte. Mais donc, je commençais à avoir cette douleur-là, puis là, je suis comme, c'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que je me suis frappée quand j'ai traversé la rivière sur une roche? J'arrivais pas à voir c'était quoi. Donc, j'ai quand même resté donc hyper calme, puis j'ai fait un peu une analyse dans ma tête. OK, ça peut être une fracture de stress, ça peut être une grosse tension musculaire, ça peut être une périostite. Bon, je faisais toutes les possibilités, puis je disais, OK, si c'est ça, qu'est-ce que je peux faire? Si c'est ça, qu'est-ce que je peux faire? Alors, j'ai juste tranquillement, de façon très zen, dit à mon crew, OK, c'est ça qui se passe. Fait que même que c'est comme si je me détachais un peu de moi qui est en train d'exécuter. Fait que, tu sais, moi, je suis la machine qui exécute le plan. Puis là, l'autre moi analysait ce qui se passait. Et donc, il disait, OK, il faut qu'on fasse telle solution ou telle... Fait que j'ai fait, un tape de périostite. J'ai fait faire à ma crew quelques manœuvres, tu sais, donc si jamais c'est une grosse tension musculaire ou qu'il y avait, tu sais, une des articulations qui avait collé, bref. Je connais un peu pas mal le corps humain, là. Mais en bout de ligne, je l'ai su juste après, quand j'étais allée à l'hôpital, que c'était une fracture de stress. Alors, j'ai couru 36 heures sur une fracture de stress. Et tu as donc réussi à boucler les 888 km de cet infinitus en 9 jours, 22 heures et 48 minutes. Et tu es ainsi devenue la première femme à réussir à finir cette course. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment d'en terminer avec cet infinitus, les derniers pas? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? À la ligne d'arrivée, c'est très unique. Du fait que c'est une course tellement longue, c'est une épreuve de patience. Donc, on n'est pas sur le high comme une course plus courte. On fait juste rester calme, focusé, faut pas qu'on fasse d'erreurs, et donc jusqu'à ce que je passe le fil d'arrivée, tu sais. Même les derniers 200 mètres, là, faut pas que je m'accroche, faut pas que je m'enfarge dans une racine. T'es tellement, puis t'es à bout de ton énergie, que lorsque tu passes le fil d'arrivée, puis donc je l'avais tellement visualisé, donc vécu et revécu, que c'était comme si, et voilà. Est-ce qu'il était comme t'imaginais? Ben, oui. C'est comme, voilà, je rentre à la maison. Et donc, ça a été un moment plus, en fait, de... Tout d'un coup, j'ai été comme assommée par un vide. Parce que tout le long de la course et toute la préparation, il y a juste plein de choses, plein de donc, encore une fois, focusé à exécuter le plan, tous les morceaux du puzzle qui sont mis à la bonne place au bon temps, que là, pouf! Il n'y a plus de plan après, j'ai plus rien à exécuter, donc il y a un vide complet. J'aime de dire, pour moi, fait que les gens, tu sais, oui, c'était quoi la sensation?
Puis j'étais comme, wow, j'ai complété quelque chose complètement plus grand que moi-même. Tu sais, c'est pas personne d'autre qui l'a fait, je l'ai fait arriver. Donc, pour moi, j'étais une espèce de zénitude totale et je suis immunisée. J'ai comme obtenu l'immunité absolue, l'invincibilité. Alors, j'étais vraiment zen après. Juste calme, ouais, il y a rien qui peut me faire peur maintenant. Il y a rien qui peut m'arrêter. Tout est beau. Confiance infinie. Ouais. Est-ce qu'il y a une image que tu retiens plus particulièrement de cette triomphale infinitus? J'imagine qu'en 10 jours fois 3 années, il y a un nombre colossal. Est-ce qu'il y a une image plus forte ou qui synthétise ou incarne ce qu'a représenté cette course pour toi? Pas nécessairement, parce que c'est tellement gros, c'est tellement grand. Donc, tu sais, oui, 3 années consacrées à cet objectif-là. Tous les gens qui en ont pris part, que je suis reconnaissante pour le reste de ma vie. Ils ont mis de côté leur vie pour m'aider à accomplir cette immense tâche. Donc c'est vraiment un tout. Tu sais, quand j'y repense, je vois tous les visages qui ont passé, qui ont défilé, les gars qui sont venus me pacer, puis qu'on a rigolé. Puis justement, tu sais, c'était les bonnes personnes parce que ils étaient là, ils comprenaient qu'est-ce que je voulais accomplir. Puis c'était important que ça soit très léger comme atmosphère. Rien de sérieux, rien de dur. Au contraire, fait qu'on a vraiment eu du plaisir. On a rigolé dans les trails. Donc c'est plutôt ces moments de partage qui remontent à la surface, c'est ça que tu retiens Oui, quand même. plutôt que toi des passages individuels ou dans la difficulté, voilà, des choses que une épreuve individuelle. Quand même un mélange des deux où l'espèce de justement cette zone-là d'être focusée, que je devais maintenir constamment. C'est comme je pouvais pas penser, fallait pas que je pense à autre chose que ça. C'était comme ma nouvelle prison, ma nouvelle réalité. Puis il faut pas que je pense à un lit douillet chez nous. Non, on va pas là. Donc aussi, je m'étais comme engagée à ça dès que le chrono part. Ça y est, c'est ma nouvelle réalité. Il y a rien d'autre qui existe que ça. Et d'ailleurs, tout au long, vraiment, ma vie pendant 10 jours était comme un chronomètre. Tout était chronométré. J'arrivais au camp de base et donc le chrono de 10 minutes partait pour telle transition. OK, il reste 3 minutes. OK, on part dans 2 minutes. C'était ça tout le temps. Pendant 10 jours, là. Pas 24 heures, 10 jours. Et même chose aussi, donc, je n'ai pas socialisé parce que ça leur aurait pris du temps et aussi, donc, pris de mon énergie, l'amener ailleurs. Il y a plein de gens, le pire, là, que je connaissais là-bas puis qui venaient faire d'autres distances plus courtes vers la fin. Puis c'est comme « Allô, Hélène! » Puis je suis comme « Faut pas que j'aille là. Faut pas que je décroche. » Tu sais que les gens, ils sentent bon. Ah, il y en a qui avaient terminé puis ils prenaient une bière. Non, faut pas. Donc, moi, je restais dans ma bulle, dans ma mission. Fait que c'est ça beaucoup que je retiens, cet espace-là, cette zone-là, comme si j'avais un astronaute avec je sais pas, là, c'est une espèce de grosse bulle autour de la tête, là, son petit univers, là. Ça, c'est ma mission, c'est ma vie, c'est ma petite prison, mais je l'ai choisi. C'est ça qui est important. Pour être capable de compléter des événements comme ça, faut les choisir, tu sais. Faut pas que ça se concentre que c'est imposé ou comme non. Je suis responsable de mon succès. Il n'en tient qu'à moi d'y arriver. Qu'est-ce que cette course, elle t'a appris sur toi? Que je suis capable de plus grand que je pensais, encore une fois. Vraiment, ce thème-là a commencé, je dirais, quand à 23 ans, lorsque j'ai traversé les Pyrénées toute seule, tu sais, 840 km en sac à dos, puis que je suis revenue, puis c'est un de mes amis qui me dit « Hélène, wow, c'est impressionnant ce que tu as accompli. » Puis là, ça m'est comme resté. Puis à chaque fois, suite à ça, que j'avais un défi, quelque chose qui était challengeant, mon ami me rappelait ça, « Hélène, t'es la fille qui a traversé les Pyrénées à pied, toute seule. T'es capable de faire ça. » Je suis comme, c'est vrai. Donc ça a comme mis le ton à chaque fois. Ah, si j'ai été capable de traverser les Pyrénées, puis là, ben, OK, j'entreprends la survival run, je suis capable. Et même chose pour Infinitus, il y a une solution, il y a une recette, il faut juste que je la trouve. Et donc, encore une fois aussi, un des outils, des éléments importants, c'est de croire en soi, qui peut sembler très facile à dire, croire en soi, mais non, vraiment. Donc, faut croire qu'on est une personne qui en vaut la peine. Il faut une certaine dose d'amour propre, tu sais. Donc, de se donner la possibilité, la chance, l'espace de, oui, je suis quelqu'un qui peut accomplir des grandes choses.
Donc, c'est un voyage avec ça. Fait que ça part, bien sûr, faut rêver grand. Parce que sinon, faut se donner la place de rêver grand. Quand j'en parle avec n'importe qui que je parle de ce que j'ai fait, puis ils me disent « Ah, moi, je serais pas capable de faire ça. » Puis bon, ou « Ah, j'aimerais bien, moi, courir un marathon, mais tu sais, je sais pas si... Je pense pas que je serais capable. » Tu sais, je suis comme « Tu sais, c'est sûr, si tu pars sur que t'es peut-être pas capable, ben oui, entreprends pas ça. Mais fait qu'il faut que t'aies la capacité, tu développes la capacité de rêver grand et de croire en toi. Il faut aussi donc voir l'opportunité. C'est une opportunité quand on a un défi comme ça de haute envergure devant soi. Faut pas comme s'en échapper, non, vite, good, tu sais, je suis contente, j'ai une opportunité devant moi. Faut que je la saisisse. Je sais pas, tu sais, qu'est-ce qui va en sortir. Puis justement, c'est ça qui est excitant. Fait qu'il faut, au lieu de le voir comme, c'est épeurant, c'est excitant. Il y a plein de choses que je peux en retirer de ça. Je sais pas encore c'est quoi. Parce que, en fait, le défi est tellement gigantesque. Puis lorsqu'on voit quelque chose de gros, souvent, ça implique beaucoup d'inconnus. Et donc, impossible. Fait que c'est tout un peu le même thème qui tourne en roue. Inconnu, c'est impossible, j'en ai peur, c'est trop gros. Alors que justement, c'est là-dedans qu'il faut sauter à plein pied. C'est trop gros, il y a plein d'inconnus, je pense que c'est impossible, ça me fait peur, good! c'est vers ça que je vais aller. C'est pour toi. Oui, exactement. Merci beaucoup Hélène pour ce récit passionnant et cette performance absolument remarquable. On va parler un peu maintenant de ton avenir. Est-ce que tu as des défis prévus sur la fin de cette année 2021 et sur l'année à venir? Quels sont les grands rendez-vous? J'imagine que tu ne manques pas de perspective. Effectivement, donc le prochain, donc aujourd'hui, on enregistre le 13 juillet. Dans quelques jours, le week-end qui vient, je vais participer à mon premier Backyard Ultra. Donc ici au Québec, à Rivière-du-Loup, le Big Wolf Backyard Ultra, qui est en fait un concept né au Tennessee, aux États-Unis, qui est de parcourir une loupe d'environ 6,7 km sur l'heure à chaque heure. Ah, donc, on va être une centaine de coureurs à prendre le départ et à chaque heure, nous devons compléter cette loupe jusqu'à ce que les gens tranquillement tombent et qu'il ne reste qu'une seule personne. Alors, l'épreuve peut durer 24 heures comme elle peut durer 85 heures, tout dépendamment de qui a la hargne et la dévotion de continuer et d'aller plus loin sans arrêt. Alors, c'est une épreuve physique, bien sûr, mais une épreuve très mentale. Tu es prête pour ça? Oui, en fait, j'ai hâte. Je ne croyais pas lorsque je me suis inscrite il y a 1 an, l'année où donc ça a été reporté encore une fois par la pandémie, donc à cette année. J'avais pas nécessairement, j'étais pas trop claire. Ah oui, je vais m'inscrire parce que je connais bien le directeur de course. Puis il dit Hélène, viens. Je dis OK. Et donc sans trop y penser. Mais là, ça l'a, comme on dit, ça l'a grandi. En anglais, on dit it grows under my skin. Ça s'est amplifié en moi, ça le naît, que ça m'allume. J'ai très hâte. Je suis très curieuse. Ben non, je suis pas curieuse, mais j'ai envie, justement, depuis Infinitus, j'ai envie d'un défi autre, puis je pense que je suis rendue là. Fait que ça va être ma nouvelle prison que je vais tourner en rond. On va te suivre avec beaucoup, beaucoup d'attention. Ouais. Hélène, je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, une devise qui t'est particulièrement chère ou qui te guide ou qui est un peu emblématique de ta façon d'appréhender la vie. Est-ce que tu aurais un motto à partager avec nos auditeurs? Oui, donc étant une grande rêveuse, puis ayant entrepris la plupart de mes rêves, malgré que bien souvent, on m'a dit, ben non, Hélène, c'est complètement fou. Ben non, Hélène, ça se peut pas. Arrête de rêver, tu sais. Genre, grandis un peu, là, sois une adulte. Alors, j'ai eu souvent ça, mais un rêve, je dis souvent, un rêve, c'est comme un téléphone qui sonne. Puis il va sonner jusqu'à ce que quelqu'un décroche. Donc, si vous avez un rêve, que ce soit, oui, dans le sport, dans le trail, ou même, je sais pas, dans les arts, ou partir votre entreprise, mais vous dites, ah non, c'est trop fou, non, je serais pas capable, j'ai pas les ressources, ou peu importe, ben, ce rêve-là, il va continuer de sonner jusqu'à ce que vous décrochiez l'appareil. Donc, il y en a qui attendent 1 an, 10 ans, 20 ans. Ma mère, qui a 70 ans, a jamais trop fait de sport, puis elle a souvent parlé, parce qu'elle voyait des conférences sur le chemin de Compostelle, puis elle dit, ah, c'est tellement beau, c'est tellement inspirant, puis j'ai dit, ben, pourquoi tu y vas pas?
Fait que pendant longtemps, son téléphone a sonné. Puis à un moment donné, j'ai dit, OK, là, va falloir que tu le fasses parce que là, pour de vrai, t'auras peut-être plus le temps de le faire. Alors, elle a fini par décrocher le téléphone à 70 ans et d'accomplir un défi gigantesque pour elle, mais elle l'a accompli. Elle a traversé... Incroyable. Ouais, Compostelle. Donc, je la prends comme exemple. Il est jamais trop tard pour décrocher le téléphone. Donc, allez-y. Puis, vous n'avez pas besoin d'avoir toute la réponse, savoir comment ça va se passer, comment est-ce que je vais être capable d'y arriver, est-ce que j'ai les ressources. Décrochez le téléphone. Donc, commettez-vous. Dites oui. Achetez votre billet. Signez le contrat, peu importe c'est quoi. Puis, un coup rendu là, vous allez... Justement, ça va vous donner l'énergie et les possibilités, les solutions vont se présenter à vous parce que vous allez faire quelque chose, justement, entreprendre quelque chose qui est plus grand que vous-même, qui est un rêve, donc qui vient de votre cœur. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup Hélène de nous avoir fait vivre dans tes pas cette course infiniment passionnante. Bravo à toi pour ton incroyable abnégation et ta détermination à retourner te frotter par 3 fois à ces boucles entêtantes et à ce parcours au kilométrage démesuré pour faire la démonstration qu'il n'était pas impossible à surmonter, en tout cas pas pour toi. Merci encore pour nos échanges Hélène, je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de tes aventures et puis beaucoup de réussite pour tes défis à venir, donc à commencer par cette backyard qui te tend les bras et les jambes dans quelques jours. Je te souhaite un très bel été et je te remercie encore pour nos échanges, c'était absolument passionnant de vivre cette course avec toi. À bientôt Hélène. Un grand merci Guillaume. Bonjour à tous. À bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.